Bonjour, vous êtes sur Décideur TV, c'est Lex Inside, votre rendez-vous consacré à l'actualité juridique et à l'actualité du monde du droit. Au programme de ce numéro, on va parler de la proposition de directive visant à promouvoir la réparation des biens avec Corinne Lepage, associée fondatrice d'Huglot Lepage Avocat. On évoquera ensuite la protection des marques en matière douanière avec Philippe Lodz, associé chez Lavoie. Et enfin, Yves Kless, avocat fondateur de Centaure Avocat, viendra nous parler comment les collectivités locales peuvent se prémunir contre les escroqueries aux faux ordres de virement. Voilà pour le programme. On va débuter tout de suite cette émission avec Corinne Lepage, associée d'Huglot Lepage Avocat. Corinne Lepage, bonjour. Arnaud Dumurier, bonjour. Quels sont les objectifs de la directive visant à promouvoir la réparation des biens ? Alors, cette directive du 22 mars 2023 s'inscrit dans un cadre global qui est ce qu'on appelle le Green Deal, qui vise à introduire une économie durable en Europe, fondée sur la taxonomie. Je pense que vous avez eu l'occasion d'en parler, et avec des volets financiers, des volets comptables, et aussi des volets qui concernent les produits. Alors, pourquoi la réparabilité ? Cette semaine même, dans les Échos, un grand article était consacré au sujet de la réparabilité et de la durabilité en France. Donc, vous voyez, on est tout à fait dans l'actualité. Pourquoi ? Pour des raisons très simples. D'abord, réparer les produits, c'est moins de déchets. Première observation. Deuxièmement, réparer les produits, c'est moins d'énergie, puisqu'il ne faut plus les fabriquer, et c'est surtout moins de matières premières. Or, vous savez que nous avons un énorme problème de ressources et de matières premières. Et enfin, troisièmement, réparer, ça coûte moins cher que réacheter. En tout cas, c'est l'objectif. Quelles sont les principales propositions de ce texte ? Alors, ce texte s'inscrit dans ce qu'on appelle l'éco-conception des produits, c'est-à-dire qu'on lutte contre l'obsolescence programmée. Dès la conception du produit, ces conditions de réparation doivent être pensées. Donc, il y a un droit à la réparation des produits. Alors, pas tous les produits. Il y a une liste annexe qui énumère les produits qui sont concernés, mais il y a un droit à la réparation. Comment ce droit à la réparation s'exerce-t-il concrètement ? Eh bien, les États vont devoir créer des plateformes sur lesquelles vont s'inscrire les réparateurs par produit, ce qui fait que le consommateur d'un produit pourra aller regarder qui est en capacité de réparer son produit et à quel prix. Donc faire des comparateurs de prix. Il y a donc ce devoir d'information avec un formulaire européen de réparation qui va être mis en place, et donc une information systématique des consommateurs, non seulement par le producteur initial, mais également par le vendeur, parce que on ne sait pas toujours où a été fabriqué le produit. Plus d'informations pour le consommateur, ça veut dire plus de droits aussi ? Ça veut dire plus de droits, c'est celui de faire réparer son produit, voire de le remplacer si la réparation n'est pas possible, le choix demeurant entre les mains du consommateur. Voilà, globalement, ce dont il s'agit. Que pensez-vous de ce texte ? C'est un bon texte ? Je crois d'abord, on a déjà avec l'indice de réparabilité en France, on est déjà sur cette voie-là. Indice de réparabilité qui devient aujourd'hui un indice de durabilité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que la réparation, mais il y a aussi la nature du produit qui est utilisé, voir s'il s'inscrit dans une économie durable ou pas. Donc on perfectionne un peu le système. Je pense que c'est une très bonne voie et qui est à suivre. Nous devons sortir de la société du jetable avec les monceaux de déchets que l'on connaît. L'important pour le consommateur, c'est d'avoir un produit qu'il peut utiliser dans de bonnes conditions. Est-ce qu'il faudrait aller plus loin encore ? On peut toujours faire mieux. Mais il faut trouver un juste équilibre entre ce que les producteurs et les réparateurs peuvent supporter en termes de coûts supplémentaires et ce que souhaite le consommateur. Mais c'est vrai que l'ère du tout jetable, à mon avis, est derrière nous, et heureusement. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. On poursuit ce Lex Inside et on va parler des bonnes pratiques pour les marques en matière douanière avec Philippe Lodz, associé chez Lavoie. Philippe Lodz, bonjour. Bonjour Arnaud. Quels sont les enjeux de la lutte contre la contrefaçon pour les entreprises ? Les enjeux pour la contrefaçon pour les entreprises sont la perte des ventes, évidemment la perte des marchés, et également le risque de voir leur marque ternie par des produits de mauvaise qualité.
et donc une perte au niveau de la renommée également. C'est pour ça qu'il faut agir et se prémunir contre ces risques. Exactement. Nous avons des outils juridiques qui permettent de le faire. Ces outils sont déjà tout d'abord les droits de propriété intellectuelle par les dépôts de marques, les dépôts de brevets, les dépôts de modèles, les droits d'auteur également. Nous avons également des outils qui permettent d'agir. Donc, on va parler notamment des dépôts d'intervention, de demande d'intervention en douane qu'on va faire auprès des douanes afin de les sensibiliser, afin d'obtenir leur aide pour la lutte contre la contrefaçon. Et les autres outils qui sont prévus par la loi, c'est-à-dire les droits d'interdire, de détruire des produits, également de pouvoir agir contre différents acteurs par différents moyens, tels que par exemple contre les sites internet ou les plateformes de vente de produits. Vous venez d'évoquer les outils juridiques. Comment les mettre en œuvre concrètement? Eh bien, dans un premier temps, il faut déposer ces marques et ces modèles auprès des offices dans les différents pays, d'une part où l'on va exploiter, mais également dans les pays où l'on va trouver des contrefacteurs. Pourquoi c'est important? Pourquoi? Pour pouvoir mettre en place les surveillances en douane, non seulement dans les pays d'importation, mais également dans les pays d'exportation. Et là, je pense notamment à la Chine, où les douanes chinoises bloquent les produits à l'exportation, mais également à Taïwan. Et récemment, nous avons eu un cas où les douanes de Taïwan avaient fait une perquisition dans les bagages des voyageurs et avaient trouvé des cartes SIM et nous avaient alertés. Et donc, voilà un bon exemple de participation. Alors, évoquons peut-être les tendances. Comment évolue la contrefaçon? La contrefaçon, en fait, elle touche tous les domaines. Alors qu'il s'agisse, il n'y a pas aucun domaine n'est épargné. Qu'il s'agisse du domaine de la mode, qu'il s'agisse du bricolage, tous les domaines sont touchés. Ensuite, il va y avoir, et la contrefaçon va porter non seulement sur les produits eux-mêmes, mais également sur les étiquettes, sur les emballages de produits. Tout ça pour faciliter la vente des contrefaçons auprès des consommateurs. On voit que la contrefaçon est multiple. Quelles sont les bonnes pratiques pour bien se prémunir contre ces risques? Eh bien, les bonnes pratiques, c'est d'abord anticiper. On va déposer les marques et les dessins modèles dans les pays qui sont sensibles. On les a énumérés tout à l'heure. Par exemple, en matière de dessin modèle, si vous déposez un modèle en Union européenne, en quelques semaines, il est enregistré, ce qui vous permet, avant le lancement de votre produit, de mettre rapidement une surveillance douanière en place. Donc le deuxième point, évidemment, c'est la mise en place de surveillance douanière, non seulement en Union européenne, mais également dans les autres pays, de former les douanes, et pour cela, de leur communiquer toutes les informations qui concernent la fabrication du produit authentique, sa distribution, mais également des informations concernant les contrefacteurs. Nous pouvons également former les entreprises et les différents intervenants économiques tels que les licenciés et les distributeurs afin qu'ils puissent participer à la lutte contre la contrefaçon. Et aussi, il faut sensibiliser les consommateurs sur le risque d'acheter des produits qui sont de contrefaçon, parce qu'en cas d'achat de produits dangereux ou de produits n'ayant pas de bonne qualité, qui se cassent par exemple, eh bien le consommateur est lésé. Voilà, il est lésé, il ne pourra pas se retourner contre le contrefacteur. On va conclure sur ces bonnes pratiques. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci. Vous êtes toujours dans Lex Inside, collectivité locale, comment se prémunir contre les escroqueries aux faux ordres de virement. On en parle tout de suite avec mon invité, Yves Claes, fondateur de Centaure Avocat. Yves Claes, bonjour. Bonjour Arnaud. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est une escroquerie aux faux ordres de virement? Alors c'est un terme un peu générique qui recouvre une réalité en fait très diverse. Si on doit simplifier les choses, les catégoriser, il y a 3 catégories, dont une qui intéresse principalement le secteur public, et notamment les communes, car le phénomène qui est apparu dans les années 2010 est devenu de plus en plus important quantitativement après le Covid.
ce qu'on appelle l'escroquerie au président, c'est-à-dire on se fait passer dans le secteur privé pour le président ou le directeur général, dans le secteur public pour un ordonnateur, et on demande au téléphone instamment, dans un dossier sensible et urgent, de faire un virement au-delà de toutes les procédures qui doivent être respectées. Deuxième catégorie qui rentre dans cette escroquerie aux faux ordres de virement, l'escroquerie informatique, c'est-à-dire le fait qu'on rentre dans un système informatique, une adresse email, on rentre dans un logiciel pour se substituer à celui qui en principe est habilité à utiliser le logiciel ou à utiliser l'adresse email. Et puis, celle qui est la plus courante, la plus simple, mais aussi la plus difficile parfois, c'est l'escroquerie aux coordonnées bancaires, le changement de coordonnées bancaires. Comment est-ce possible concrètement? Eh bien concrètement, une personne demande à ce que son RIB soit modifié dans le système de paiement, envoie un contrat d'affacturage, avec une fausse structure, un faux opérateur qui n'est pas un facteur qui soit susceptible de recueillir le paiement. Le RIB, par exemple, peut avoir été falsifié avec un changement de domiciliation ou au-delà, un changement du nom de la banque qui, en fait, va sur un autre compte que celui du fournisseur, du pensionné ou de l'agent public auquel on se substitue. Car souvent, dans cette hypothèse, il y a usurpation d'une identité. Alors on voit que ces escroqueries aux faux ordres de virement prennent différentes formes. Comment se protéger contre ce type d'escroquerie? Alors, on peut... c'est difficile. D'abord parce qu'il y a des escroqueries qui fonctionnent. Et encore, on a dit de plus en plus. Mais je crois qu'on peut agir dans 3 directions. D'abord, détecter, vérifier, sensibiliser. Détecter, il y a un certain nombre de ce qu'on pourrait appeler de signaux faibles. Quels sont ces signaux? Alors, les signaux, on pourrait les lister à l'infini, ça dépend de chaque circonstance d'espèce. Quelques-uns. Par exemple, l'envoi d'une facture par email. Alors, on sait bien, dans le secteur public, que depuis plusieurs années maintenant, on est obligé d'utiliser Chorus Pro. Et qu'en principe, tout fournisseur et tout prestataire de service est obligé d'utiliser Chorus. Donc la facture doit être déposée dans le système Chorus, qui est un des meilleurs moyens pour éviter à la fois la facture falsifiée et le RIB falsifié, car souvent, et il faut inviter les prestataires et fournisseurs de l'administration à référencer leur compte dans Chorus Pro, car celui qui fait cette escroquerie n'a généralement pas accès au portail de paiement et au portail Chorus. Donc, dès qu'on voit une facture envoyée par mail dans une commune, une petite commune, ou, ne l'oublions pas, dans un satellite. J'ai eu à connaître, dans des satellites de collectivités territoriales soumis au droit privé, exclus de la comptabilité publique, des fraudes que l'on observe dans les sociétés commerciales ou dans les structures associatives. Ça vise tout le monde, y compris les particuliers. Voilà. Donc voilà un signal important. La deuxième chose, la réception de mails qu'on ne comprend pas, parce qu'il y a des fautes d'orthographe, il y a des noms de domaine, gmail.com, NoReply, enfin toute cette... Ça doit nous alerter. Voilà, toute cette sensibilité informatique qui sont autant de signaux qui sont importants. Le fait, par exemple, que pour un fournisseur domicilié à Créteil, à La Rochelle, etc., on adresse au payeur, en l'hypothèse l'acheteur public, le RIB d'une néobanque, car souvent on substitue une néobanque à une banque traditionnelle, domiciliée dans un État étranger. Donc évidemment, c'est très surprenant. Ça doit nous alerter. Ça doit alerter. Alors, si je suis une collectivité locale victime d'une telle escroquerie, comment je réagis? Alors, comment on réagit? D'abord, je pense que dès lors qu'on a le signal faible, qu'on l'a un petit peu détecté,
on opère un certain nombre de vérifications. Il y a un site internet pour connaître si l'IBAN d'une banque a été falsifié ou pas, c'est-à-dire s'il correspond vraiment à la banque dont le nom est indiqué sur le RIB. Ensuite, quand on a été victime d'un tel comportement, première chose, on avertit le comptable public et le réseau de la comptabilité publique qui s'est organisé pour neutraliser les sites, mobiliser les réseaux à l'international à travers un office et en même temps TRACFIN, pour que la DGFiP, au-delà du comptable public local, puisse faire le nécessaire et au besoin, s'il est encore temps, bloquer le paiement s'il n'a pas encore été dans sa phase finale. Après, bien évidemment, je suis avocat, donc il faut déposer plainte dans l'espoir de retrouver les sommes. Mais souvent, c'est trop tard. Alors, pour s'opposer au paiement, c'est trop tard, parce qu'on s'en est aperçu, mais quand même, on observe que parfois, la personne qui a été sollicitée ne comprend pas, elle en parle, et le processus de paiement en comptabilité publique étant à la fois séquencé et relativement long, eh bien, on arrive à bloquer le paiement. La plainte, la plainte, elle a un double objet. Le premier objet, c'est essayer de faire jouer les assurances. Bon, malheureusement, on connaît de façon structurelle les difficultés à s'assurer des collectivités territoriales, et dans ce domaine-là, comme dans la cybercriminalité, le rançonnage, la question n'est pas couverte par les contrats d'assurance. La plainte, ça permet aussi de retrouver les coupables. Bien sûr. Et parfois, donc, de faire que l'on puisse être partie civile. Alors ça, c'est important, parce que d'abord, la peine encourue est assez élevée. L'escroquerie aux faux ordres de virement est une escroquerie. C'est quoi la peine? 5 ans encourue, la peine encourue. Oui. 5 ans, 375 000 € d'impôts. Et lorsqu'il y a usurpation de la qualité d'agent public, 7 ans et 700 000 €. Et c'est important. S'agissant de la constitution de partie civile, la question est de savoir qui est la victime. Bien sûr. Est-ce que c'est le créancier ou le débiteur? Est-ce que c'est le fournisseur ou le prestataire de l'administration dont on aurait extorqué la qualité et l'identité, les coordonnées? Ou est-ce que c'est la commune, prenons cette hypothèse, la collectivité ou un de ses satellites, dont le paiement, par nature, n'est pas libératoire, puisqu'en fait, on a payé un tiers du créancier. La victime, généralement, c'est bien évidemment la collectivité, et c'est la raison pour laquelle cette question est un vrai sujet. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci Arnaud.